Roman Reigns qui prend le tombé gagnant en opener d'un PLE WWE en 2024, ça c'est une grosse surprise. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap de Crunchyroll 2024. Et le show va s'ouvrir avec le match Bloodline contre Bloodline, un combat qui va durer 17 minutes. Ma note pour ce combat est de 2,75 sur 5. Alors déjà, je dois dire que je m'attendais à un match beaucoup plus long. On en parlait en live quelques heures auparavant, je m'attendais à un match de plus de 30 minutes parce qu'on a l'habitude de ce type de combat avec les matchs de la Bloodline. Je m'attendais aussi à ce que le match commence très tard avec toutes les entrées, avec les introductions, bref, je m'attendais à un match qui allait commencer vers 18h30, le match a commencé à 18h20. C'est un peu tard, mais en vrai ça va. On a pu remarquer que Jey Uso a bien fait son entrée solo, il n'a pas fait son entrée avec Jimmy Uso et Roman Reigns qui ont fait leur entrée ensemble, et c'est tant mieux par rapport à ce qui a été raconté par Jey Uso le SmackDown précédent, c'est totalement sensé et logique de voir un Jey Uso qui est en quête d'indépendance, qui ne veut pas qu'il y ait de leader dans cette bloodline là, et bien faire son entrée solo. Une entrée d'ailleurs incroyable avec une ambiance totalement folle, l'une des ambiances de la soirée pour Jey Uso. Alors là, vous voyez, je tourne un peu autour du pot, je parle des entrées, etc. parce que j'ai pas grand chose à dire sur le combat. En vrai, c'est un match qui dure 15, 16, 17 minutes, quelque chose comme ça. Il n'est pas forcément très long par rapport au match habituel de la Bloodline, mais c'est pas pour autant qu'il est bien plus passionnant. On va avoir la formule classique d'un Jey Uso qui va être dominé, d'un Jimmy Uso qui va être dominé, et finalement le grand hot tag de la part de Roman Reigns. Reigns qui n'a que très peu de minutes sur le ring, mais elles sont vraiment très impactantes et c'est les meilleures minutes du match, j'ai envie de dire. Roman Reigns est en super forme, je pense qu'on a tous des yeux, on le voit très bien, il bouge très bien, il est rapide sur le ring. J'ai hâte de le voir dans des matchs 1 contre 1 importants dans les prochains mois, parce que ce Roman Reigns là, il me plaît beaucoup. Sinon, on a plutôt une belle performance de la part de Jacob Fatu qui lui aussi arrive à tirer son épingle du jeu. Mais c'est à peu près tout, ce que je peux dire sur le combat parce que ça ne va pas plus loin. On va avoir des interventions de la part de Tangaloa, on va avoir un arbitre qui va se retrouver au sol. Bien sûr, c'est un match de la Bloodline, donc c'est évident que cela va arriver. On va aussi avoir un beau botch de la part de Jimmy Uso qui vient pas faire le save sur Roman Reigns. Du coup, l'arbitre fait le compte de 3, mais ça ne doit pas faire 3. Du coup, il y a un petit cafouillis, on sait pas trop ce qui se passe. Bref, Jimmy Uso était en retard, bien en retard. Mais surtout, la surprise, ou pas, Solo Sikoa va faire le tombé gagnant sur Roman Reigns. J'avais pas du tout parié ça parce que je sentais pas Triple H en être capable. Pour moi, c'était la bonne décision de faire gagner Solo Sikoa et de lui faire le tombé gagnant sur Roman Reigns. Mais je croyais pas en Triple H, eh bien il l'a fait et c'est très bien. Pour l'histoire, c'est très bien ainsi. La Bloodline va s'en prendre à l'autre Bloodline après le combat et Sami Zayn va venir en aide à Jey Uso. Et oui, il faut bien préciser, il ne vient pas en aide à Roman Reigns ou à Jimmy Uso, il vient en aide à Jey Uso. C'est important de le dire. Il va faire mine de faire un câlin à Solo Sikoa, ce qui va laisser un peu courir les rumeurs sur un Sami Zayn qui pourrait se rapprocher de Solo. Eh bien pas du tout, il va lui porter une prise, il va se retourner contre lui et la Bloodline, va s'en suivre un 4 contre 1 contre Solo Sikoa, et ça va mal se passer, parce que Sami Zayn va partir pour son finish, mais Solo Sikoa va l'esquiver, et Sami Zayn va le porter sur Roman Reigns. Ça se termine là-dessus, je n'aime pas vraiment beaucoup ça, cette histoire encore de mauvaise communication, de personnes qui se sont frappées alors qu'ils ne voulaient pas se frapper. J'en ai un peu marre, c'est du vu et revu, et en plus dans ces circonstances-là, dans ce moment précis-là, certes, le kick est magnifique, la manière de vendre de Roman Reigns est magnifique aussi, il n'y a rien à dire, mais je trouve pas ça hyper pertinent, et c'est pas quelque chose qui m'a donné envie de voir directement la suite. C'est pas un moment qui m'a fait dire, ouais, trop hâte de voir la continuation de cette histoire entre Roman Reigns et Sami Zayn, où ça va aller. Non, pas vraiment. Bon, vous le savez, hein, l'histoire de la Bloodline ne me passionne pas beaucoup, donc j'attends bien sûr vos avis en commentaire de cette vidéo. On enchaîne avec Bianca Belair et Jade Cargill qui défendent leur titre de championne par équipe féminine face à Jakara Jackson, Lash Legend, Damage Control et Chelsea Green et Piper Niven. Un match qui va durer environ 12 minutes. Ma note pour ce combat est de 3,25 sur 5. J'aurais pu être plus sévère, j'aurais pu être plus clément aussi. C'est un match très difficile à analyser, je trouve, parce que je ne peux pas nier que j'ai pris du plaisir devant le match. J'ai trouvé ça assez divertissant, il y a eu pas mal de rythme, pas mal de dynamisme, je me suis pas ennuyé, vraiment pas.
Je trouve que chaque équipe a brillé. Le seul problème, c'est qu'on a 4 équipes, donc une équipe dans chaque coin, mais on va simplement avoir 2 équipes sur le ring. Et ça pose toujours un problème, parce qu'en termes de taille, il y a toujours des problèmes, il y a toujours des problèmes de timing aussi. Je trouve que c'est toujours une galère ces matchs à plusieurs équipes, mais avec simplement 2 équipes sur le ring. En tout cas, j'ai l'impression que ça ne les a pas aidés. En plus, on n'a pas que des équipes d'expérience. Je pense évidemment à Jakara Jackson et Lashley John qui, pour le coup, m'ont vraiment bluffé lors de ce match. Je pense que l'équipe qu'on peut sortir du lot, c'est Métaphore justement. On avait vu ces dernières semaines une Lashley John prendre encore plus de place, être encore plus impressionnante, et là je trouve que c'est Jakara Jackson qui va vraiment briller lors de ce match. Elle va montrer toutes ses qualités. J'adore ses droites. On en parlait déjà à l'époque à NXT lorsqu'elle commençait. Je trouve qu'elle a de très beaux coups de poing. Alors c'est peut-être anodin pour certains, mais j'aime beaucoup ses coups de poing. Mais comme je le disais, il y a des bonnes choses et il y a aussi des mauvaises choses. Il y a pas mal de botches. Malheureusement, Io Sky va en faire quelques-uns. Malheureusement, ce ne sont pas forcément que des botches, mais il y a des incompréhensions. Tu sens que pendant 2-3 secondes, on ne sait plus quel spot doit suivre, on ne sait plus quel adversaire on doit frapper à ce moment-là. Bref, il y a quelques moments où j'ai senti les superstars un peu perdus. D'ailleurs, il y a très peu d'ambiance lors de ce match, un peu plus sur les 2-3 dernières minutes on va dire, parce que l'action est encore meilleure. Mais honnêtement, le public ne fait aucun effort lors de ce combat. Je les ai trouvés vraiment mauvais, à tel point qu'on entendait les catcheuses parler sur le ring à certains moments. J'entends Jade Cargill donner quelques instructions. Je ne sais pas si je suis le seul à l'avoir entendu, mais ça m'a vraiment choqué. J'ai noté qu'on avait un bel enchaînement de sauts à l'extérieur du ring, et surtout une Chelsea Green qui va être très drôle. Elle va faire mine de sauter du haut de la 3e corde, puis finalement de la 2e, puis finalement du tablier, puis finalement rien du tout. Bref, du Chelsea Green comme on aime. Le finish du match est assez impressionnant, avec une Jade Cargill qui va porter sur ses épaules Piper Niven, une Bianca Belair qui va se jeter dessus, et Belair et Cargill vont conserver leur titre. J'avais misé plutôt sur une victoire des Damage Control, mais on reste encore sur cette équipe championne. En même temps, est-ce que c'est totalement étonnant? Pas vraiment. C'est clairement l'équipe dominante dans cette division féminine. On n'a pas réellement l'impression qu'elles sont battables. Et on n'a pas encore vu de tension entre Bianca Belair et Jade Cargill. On n'a pas vu de problème entre eux. Donc c'est plutôt logique de les voir conserver les titres. Seth Rollins fait face à Bronson Reed dans un combat d'environ 13 minutes. Ma note pour ce combat est de 4,25 sur 5. Qu'est-ce que c'était bon! Et c'est exactement ce qu'on attendait. Les deux vont d'ailleurs s'affronter avant le combat. C'est Seth Rollins qui va attaquer Bronson Reed lors de son entrée, mais ça va vite se retourner contre lui. Rollins va être balancé au-dessus des barricades, et Rollins, quand le match va débuter, va pas mal souffrir. On attendait une vraie guerre entre les deux, une guerre intense, une guerre très physique, et on l'a eu. J'aime beaucoup ce genre de match où je ne sais pas si vous allez me retrouver, mais je sens que les deux catcheurs sont épuisés. Je sens de la sueur. Je ressens cette sueur à travers mon écran. C'est ce que j'ai ressenti lors de ce match. J'ai senti deux hommes qui se donnaient à 1000%, qui étaient épuisés, qui n'en pouvaient plus, mais ça rendait crédible la chose. Un Seth Rollins qui essaye de battre la bête, qui essaye de combattre le monstre qui est Bronson Reed, et un Bronson Reed qui est certes en totale domination, mais qui voit un Seth Rollins se relever à chaque fois. Il y a une phase au tout début du match où j'ai eu un peu peur, où Bronson Reed arrive à porter son finish, où Seth Rollins arrive à porter son Kurt Stomp, et là je me suis dit merde, ça va déjà être la fin, ou alors on va avoir un enchaînement de finish, et c'est pas vraiment ce que j'ai envie de voir. Heureusement, non, chacun porte son finish et ça ne va pas plus loin. Va s'en suivre une énorme domination de Bronson Reed qui va balancer Seth Rollins à droite, à gauche, à l'extérieur du ring. Bref, c'est son jouet, c'est sa poupée lors de ce match. Un Rollins qui par moment arrive à revenir dans le combat. J'ai en souvenir une powerbomb de la part de Bronson Reed qui va être contrée avec un DDT de Seth Rollins, c'était magnifique. Mais Bronson Reed va faire quelques erreurs et ces erreurs vont lui coûter le match. Parce qu'à l'extérieur du ring, Reed veut utiliser les escaliers, sauf que ces escaliers vont se retourner contre lui. Rollins va réussir à porter un premier Kurt Stomp sur ces escaliers, va ramener Reed sur le ring et va ensuite lui porter un autre Kurt Stomp, puis un Kurt Stomp du haut de la 3e corde pour remporter ce combat. J'avais misé Seth Rollins, donc pour une fois j'ai bon, et ça ne me dérange pas que Rollins batte Bronson Reed, parce qu'on voit bien l'après-match, Reed s'est directement relevé. Reed n'a quasiment pas vendu les finishes de la part de Seth Rollins, donc certes il a perdu, mais il en sort pas totalement affaibli. On sait que Seth Rollins sera dans un match pour devenir aspirant au titre numéro 1 ce lundi à Raw. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que l'histoire avec Reed n'est pas terminée et que Reed va soit s'en prendre à lui pendant le match ou soit avant le match, mais cette guerre est loin d'être terminée et c'est tant mieux.
Liv Morgan affronte Nia Jax pour le titre de championne Crown Jewel, un combat qui va simplement durer 5 minutes. Ma note pour ce combat est de 2,5 sur 5 et honnêtement je suis très sympa parce qu'avoir un match champion contre champion qui dure simplement 5 minutes en PLE, c'est quand même pas terrible. Sans même parler techniquement du match, juste pour la présentation de tes championnes par rapport à ce qu'elles représentent pour Raw, pour SmackDown, les avoir simplement dans un match aussi court, c'est vraiment pas bien du tout. Et si on doit parler du match, bah il n'y a pas grand chose à dire. Tout simplement. Non, vraiment, il n'y a vraiment pas grand chose à dire. Le public en a tellement rien à faire aussi de ce combat et on pouvait s'en douter. Heel contre heel, Morgan face à Jax, sur le papier, ça sentait pas bon. Vraiment pas bon. Alors le public va se réchauffer et va commencer à être intéressé lorsque Tiffany Stratton va se ramener, parce qu'elle va faire mine de cash in sa manette, mais Nia Jax va bien la regarder et du coup Tiffany Stratton ne va pas le faire. Et comme on en parlait en live, le seul intérêt de ce combat, c'était Tiffany Stratton. Savoir si oui ou non elle allait cash in sa manette, soit sur Nia Jax, soit sur Liv Morgan. C'était la seule attraction de ce combat et c'est quand même bien triste. On parle encore une fois d'un match championne contre championne. Finalement, on va avoir des interventions de Raquel Rodriguez, de Dominique Mysterio. Cela va empêcher Tiffany Stratton de cash in sa mallette et ça va surtout distraire Nia Jax et Liv Morgan va remporter ce combat et devient donc la première championne Crown Jewel. Le titre va lui être remis par Triple H lui-même, qui ne peut bien sûr pas rater un PLE. Triple H qui déteste les caméras, évidemment, on le sait. Alors oui, j'ai fait court, mais désolé, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Je ne vais pas m'attarder 1000 ans sur ce genre de match-là, parce qu'il y a des matchs qui méritent beaucoup plus d'attention. Randy Orton et Kevin Owens doivent s'affronter. Je dis bien doivent parce qu'ils ne vont pas s'affronter. On a tous vu ce qu'il s'est passé. Le match ne va jamais débuter. Déjà plutôt marrant de voir que Kevin Owens porte un t-shirt Cowboy Bob Orton, qui est tout simplement le père de Randy Orton. Randy Orton, lui, va faire une entrée classique, mais avec son thème qui va être hurlé par les fans présents sur place. Ça, c'est toujours un bonheur. Mais oui, comme je le disais, on ne va pas avoir de combat entre les deux. Ça va simplement être une énorme bagarre. Et qu'est-ce que c'était satisfaisant! Tout le monde va prendre des coups, que ce soit les arbitres, que ce soit même les general managers, avec un Adam Pearce qui va prendre un bon RKO de la part de Randy Orton. Bref, tout le monde en prend pour son grade et c'est tellement jouissif. Le public est giga investi et moi j'avoue, j'aurais aimé limite que ça dure plus longtemps parce que cela dure un peu moins de 10 minutes et c'est vraiment très fun. Mais du coup, cette histoire des 7 matchs sur la carte, Triple H nous a bien eu. Avec le match précédent qui a duré 5 minutes, avec celui-là qui n'est pas vraiment un match, ouais, ça reste du booking Triple H et il n'avait pas vraiment envie d'en faire plus. Alors d'un côté, je trouve que la brawl était géniale et elle se termine d'une superbe manière avec cette énorme descente du coude de la part de Kevin Owens dans le public, c'est assez magistral. Et de l'autre, évidemment, j'aurais aimé avoir un vrai match entre KO et Randy Orton, mais on peut imaginer qu'après ce segment-là et ce moment-là, on l'aura bien, ce match entre les deux, possiblement au Survivor Series. Et LA Knight défend son titre de champion des États-Unis face à Andrade et Carmelo Hayes dans un match d'environ 9 minutes. Ma note pour ce combat est de 4,25 sur 5. On était heureux de voir le match sur cette carte parce qu'on a l'habitude de voir le championnat des États-Unis être défendu du côté de SmackDown et vu les histoires avec Melo, Andrade et LA Knight, ça méritait bien un gros match en PLE. Le match arrive juste avant le main event donc les gens sont attentifs et on va avoir une belle ambiance lors de ce combat. C'est un vrai match à 3. Quand je dis que c'est un vrai match à 3, on ne va pas simplement avoir une superstar qui va être à l'extérieur du ring pendant un long moment et se retrouver avec un match 1 contre 1. Non, c'est un vrai match 1 contre 1 et ça fonctionne parfaitement. Je crois qu'on a simplement un LA Knight qui est écarté un petit moment, mais si je dis pas de bêtises, il a pris un énorme coup de genou de la part de Andrade lorsque Andrade fait son moonsault du haut de la 3e corde. Il est mal retombé, les genoux directement sur le visage de LA Knight. C'est quelque chose que j'ai vu directement sur le direct et j'ai vu LA Knight qui n'était vraiment pas bien après ce moonsault. Heureusement, rien de bien grave parce que LA Knight va revenir dans le match, va porter de superbes prises. Je pense à cette espèce de German suplex porté du haut de la 3e corde. Ce qui est plutôt marrant, c'est qu'il se loupe dans un premier temps, il va glisser sur la corde, mais directement il arrive à se reprendre, à se repositionner pour balancer Andrade. Carmelo Hayes lui enchaîne directement avec une sublime descente de la cuisse. Bref, tout s'enchaîne très bien, il y a une excellente alchimie entre les trois. C'est un match qui dure moins de 10 minutes, mais j'en aurais bien redemandé 3-4 minutes en plus, tellement c'était bon.
Et le finish est génial avec un LA Knight qui va porter son BFT sur Carmelo Hayes, mais Carmelo Hayes, en même temps, il emporte Andrade dans son élan, ce qui donne une espèce de double BFT, et LA Knight va faire le tombé gagnant sur Carmelo Hayes et conserve donc son titre de champion des États-Unis. C'est ce que j'avais pronostiqué pour le coup, j'ai pas pris de risque et Triple H non plus. Vu le boulot que fait LA Knight en tant que champion des États-Unis, c'est absolument pas déconnant de lui laisser le titre. Et maintenant, va falloir voir quel sera son prochain challenger et si l'histoire entre Andrade et Carmelo Hayes va continuer. Et dans le main event, Cody Rhodes fait face à Gunther pour le titre de champion Crown Jewel, un combat qui va durer environ 23 minutes. Ma note pour ce match est de 4,75 sur 5. Et c'est tout simplement la meilleure ambiance de la soirée, voire même l'une des meilleures ambiances de l'année. Et oui, autant je suis pas toujours fan de l'ambiance en Arabie Saoudite, et on l'a encore vu lors de cette soirée, ça va du tout au tout, vraiment. Mais pour le coup, lors de ce main event, c'était exceptionnel, c'était tellement bruyant. Déjà, rien que pour l'entrée de Cody Rhodes, c'était complètement fou. Alors ne vous fiez pas au compteur de décibels de la WWE, hein. Tu sens que le truc, il est fait à l'arrache, que c'est un gars en régie qui fait bouger l'aiguille au pif, bref, ne comptez pas là-dessus, mais on l'a bien entendu, on l'a bien senti, c'était vraiment très bruyant. Et donc évidemment, tu mets un public bouillant avec Cody et Gunther sur un ring, ça donne forcément un match qui va me plaire. C'est un match qui est très proche du 5 étoiles, je pense que je ne lui mets pas 5 étoiles, parce que c'est un match sur le papier qui certes m'intéresse beaucoup, mais c'est pour les titres Crown Jewel. Je ne suis pas totalement attaché à ce match. Bien que j'ai aimé l'histoire entre les deux et les différentes promos, ça ne reste que le titre de champion Crown Jewel. Donc 5 étoiles, c'était sans doute un peu trop de mon côté. Mais c'est exactement le genre de match que j'attendais. Avec un Gunther qui va être dominant, qui va imposer son rythme, qui va prendre le dessus physiquement et techniquement sur un Cody Rhodes, qui va demander l'appui du public pour se relever, pour revenir dans le match. Ça fonctionne toujours, hein, ça c'est des choses assez basiques, mais le babyface en difficulté avec un public en feu qui finalement se sert du public pour se remettre dans le combat, c'est la base, mais ça fonctionne toujours. D'ailleurs, dans la première partie du match, je trouve que Gunther s'amuse beaucoup avec le public parce qu'on va avoir une espèce de hola et Gunther va jouer avec. Gunther, qui est très sérieux d'habitude, là, va avoir des sourires, va regarder le public. Alors, ça n'arrivera plus dans la seconde partie du match dès que ça va devenir très sérieux et qu'on s'approche de la fin du match, mais j'ai aimé cette petite partie-là de la part de Gunther. Je parlais tout à l'heure du match entre Bronson Reed et Seth Rollins, du fait que je sentais des hommes épuisés, des hommes qui avaient donné tout ce qu'ils pouvaient. Eh bien, j'ai ce même ressenti lors de ce match. Je sens un Cody Rhodes qui est au bout du bout. Je sens un Gunther qui essaye de porter son slipper sur Cody Rhodes, mais Rhodes arrive à chaque fois à s'en sortir et ça l'épuise, ça le fatigue, il est à bout de souffle. J'aime beaucoup aussi où Cody Rhodes, avec son adrénaline, va se relever et va demander à Gunther de le frapper encore plus fort, de lui mettre des chops encore plus fortes, et va porter des coups à Gunther à ce moment-là, et va revenir dans le match à ce moment-là. Les babyface qui s'énervent, qui s'excitent à un moment donné dans le match, avec un public encore une fois aussi exceptionnel, c'est des moments forts qui fonctionnent à mort. Et on est obligé de parler du finish qui va faire énormément parler. Moi je l'ai beaucoup aimé, avec un Cody Rhodes qui veut porter un super Cody Cutter, mais qui va être contré par Gunther qui va lui porter un slipper. Le contre est magique, mais Gunther va se faire contrer et Cody Rhodes va réussir à faire un tombé rapide et remporter ce combat. J'avais misé sur une victoire de Gunther parce que pour moi c'est lui qui en avait le plus besoin. On parle d'un nouveau championnat, on parle d'un champion du monde qui est assez frais entre guillemets, et puis même le titre de champion du monde il est assez frais justement, et il faut le crédibiliser, et ça aurait pas été bête de donner cette victoire à Gunther. Maintenant, la manière dont ça a été fait, ça ne me gêne absolument pas. Gunther n'est pas décrédibilisé, Gunther n'en sort pas faible de ce match, il n'a pas abandonné, il n'a pas pris 3 crossroads ou quoi que ce soit, non, il s'est fait surprendre et ça arrive même au meilleur. Donc personnellement, ce n'est pas un finish qui m'a dérangé, mais j'attends bien sûr vos avis en commentaire de la vidéo. Le show va finalement se terminer avec Liv Morgan et Cody Rhodes, les champions Crown Jewel, qui vont célébrer avec Triple H. C'est plutôt une belle image pour terminer le show, même si ça fait quand même un peu bizarre de voir une heel comme Liv Morgan aux côtés de Cody Rhodes célébrer ensemble. J'ai trouvé ça un peu bizarre, mais bref. Les shows en Arabie Saoudite, c'est un univers parallèle, on ne tient compte de rien.
Bilan de Crunchyroll 2024, et bien de mon côté on sera sur un 7,5 sur 10. En fait c'est un show qui ne m'a absolument pas surpris. Les matchs qui ne me hypaient pas sur le papier, eh bien ne m'ont rien fait et je les ai trouvés assez moyens voire mauvais. Et les matchs que j'attendais beaucoup ont vraiment répondu présent et ont été au niveau. Donc en fait c'est un show qui a totalement répondu à mes attentes. Simplement pour le Randy Orton Kevin Owens, oui, la brawl était bien, mais en même temps, le match, j'aurais bien aimé le voir. C'est ma petite frustration du show. Elle est petite parce que la brawl était vraiment très cool. On peut quand même dire que le public était, comme toujours, très particulier et très bizarre. Il y a des matchs où ils sont fantastiques, comme le main event, c'est assez exceptionnel, comme l'opener avec la Bloodline, c'était vraiment cool, et il y a des matchs où vraiment ils s'endorment, où vraiment t'entends les mouches voler. Il faut quand même le dire, c'est souvent avec des matchs féminins, l'ambiance est directement pas terrible du tout. Donc ça varie d'un match à un autre, de minute en minute. Je ne sais pas si un jour on va totalement s'habituer à ce public-là, mais il va bien falloir faire avec. Comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut. S'il vous plaît, j'en veux vraiment énormément, plus de 200 s'il vous plaît. Et nous, on se retrouve dès mardi pour mon récap d'Euro, qui lui sera tourné en Arabie Saoudite ce dimanche. Salut, salut!